Miroir, miroir, épisode 3. Aujourd'hui, je reçois Elisa Rojas, qui est avocate au barreau de Paris, mais aussi militante activiste au collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Bonjour Elisa Rojas. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites dans la vie, ce que vous faites de manière générale? Alors, je vais essayer de me présenter assez rapidement, parce que je ne pense pas qu'il y ait tant de choses à dire que ça. Je m'appelle Elisa Rojas, je suis avocate au barreau de Paris. Alors ça c'est mon métier, avocate, mais sinon, à titre personnel, je suis aussi militante dans le domaine du handicap. Et avec d'autres personnes handicapées, j'ai cofondé un collectif qui s'appelle le CLÉ. Donc, le CLÉ, c'est l'acronyme de Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. D'accord, voilà. On en parlera exactement. Profondément après. Et à travers ce qu'on fait au CLÉ, et puis même à titre personnel, ça fait un petit moment que je travaille sur ces questions-là. Du coup, on est assez actifs sur les réseaux sociaux et je pense que c'est comme ça que vous avez dû prendre connaissance de mon activité. Exactement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir comment on doit parler des personnes en situation de handicap. Je sais que par exemple, moi je dis en situation de handicap, je ne sais pas exactement si c'est le bon terme, je ne sais pas si personne handicapée ça fonctionne. Enfin, je sais vraiment jamais et je pense que je ne suis pas la seule. Donc j'aimerais avoir la parole d'une personne concernée. Alors, c'est une question difficile que nous-mêmes on se pose, je pense, tous les jours et notamment à travers notre travail militant. Je ne sais pas si le but c'est tellement d'élaborer un dictionnaire des bons et des mauvais termes. C'est peut-être la sensation que certaines personnes ont de ce qu'on fait, mais c'est pas vraiment le but. Je pense plutôt qu'au fur et à mesure, tous les membres du collectif et moi y compris, on a relevé et analysé des termes qu'on voit fréquemment utilisés dans les médias pour montrer en fait qu'ils s'inscrivent, dans quel système de pensée ils s'inscrivent. Et c'est vrai qu'on a relevé plus que d'autres certains termes qui nous paraissaient problématiques, comme les handicapés, qui est un terme très utilisé apparemment, je ne sais pas, parce que ça va plus vite, parce que c'est plus simple, il y a moins de signes, mais qui a le gros inconvénient d'être très essentialisant en fait. Handicapé, c'est un adjectif et ça ne devrait pas être utilisé comme un substantif, comme un nom. Donc par exemple, on a noté ça, on a parlé de l'expression « malgré le handicap », qui est très utilisée également, qui vient toujours démontrer que tout ce que font les personnes handicapées se font d'une façon totalement incompréhensible et souvent, ce qui vient après « malgré le handicap » vient contredire le postulat de départ qui est que les personnes handicapées ne peuvent pas avoir une existence ordinaire. On va parler de la leçon de vie parce qu'on parle beaucoup de ça aussi, comme si les personnes handicapées avaient une sagesse de par leur expérience à délivrer au monde entier, ce qui, je pense, n'est pas le cas, et ainsi de suite. Mais en fait, l'important, c'est qu'on essaie de s'interroger sur les termes qu'on utilise. Et c'est ce qu'on demande finalement aussi aux journalistes de faire aussi, de les remettre en cause, d'avoir de l'esprit critique et puis de refuser ce qui apparaît des fausses évidences, en fait. Parce que le but vraiment ultime, c'est d'utiliser des mots qui soient respectueux. C'est ça qui doit guider, à mon sens, l'utilisation des mots et comprendre que les mots ne sont pas neutres. Ils sont connotés négativement ou surpositivement. Donc, à chaque fois, il faut quand même un peu s'interroger sur les termes qu'on utilise simplement. D'accord. Ok. Donc vous, par rapport à votre propre expérience de l'handicap, j'aimerais savoir comment ça se passe au quotidien. Les remarques, les discriminations, comment les gens en fait se comportent avec vous. Alors, disons que en tant que personne handicapée, on a tous des parcours individuels. Et par contre, en tant que minorité, on a des difficultés et on a un traitement social qui est commun, qui est collectif. Et ce qui m'intéresse, moi, avant tout, c'est pas tellement de parler de mes problèmes quotidiens, qui n'ont rien d'ailleurs de très originaux, mais c'est
plutôt d'essayer de trouver ce qu'ils peuvent avoir de commun avec toutes les autres personnes handicapées. C'est vraiment aussi l'un des objectifs de notre travail. Du coup, ce que je peux juste vous dire, c'est que comme plein de personnes handicapées, oui, bien sûr, j'ai rencontré des difficultés, des obstacles, des discriminations. Par exemple, j'ai été placée en institution quand j'étais petite, pendant un certain temps. J'y ai été scolarisée jusqu'en CM1. Donc j'ai connu cette expérience-là, par exemple, comme d'autres personnes, qui est une expérience d'exclusion. Ensuite, que vous avez vécu comme telle. Oui. Ensuite, j'ai été scolarisée en milieu ordinaire. Et jusqu'à la fin de mes études supérieures. Donc là, j'ai rencontré d'autres types de difficultés qui sont liées au fait que l'éducation nationale n'est pas préparée à recevoir des enfants handicapés. Donc j'ai vécu le rejet de l'institution de l'éducation nationale que malheureusement, je constate, qui est malheureusement toujours réel. Et c'est ça qui est quand même un peu triste parce que moi, je vais avoir 40 ans. Donc le fait de savoir qu'il y a d'autres enfants qui vivent des choses qui restent très proches de ce que j'ai pu vivre moi, me met profondément en colère. Comme si ça n'avait pas changé en fait. Ça a évolué, il y a eu des évolutions, on ne peut pas totalement dire que ça n'a pas changé, mais clairement on n'est pas à une réalité sans entrave, sans discrimination, c'est pas le cas en fait. On ne peut pas dire que l'accueil soit optimal, les difficultés sont encore graves. D'accord, mais est-ce que ces difficultés aussi, elles se rencontrent même physiquement ? Enfin, ça veut dire des endroits où il n'y a pas d'ascenseur, où il n'y a pas d'escalator, enfin, où clairement, en fait, on oublie qu'il y a des personnes... Oui, en fait, d'une façon générale, on est oublié, on n'est pas pensé comme faisant partie de la société, et donc notre présence n'est pas envisagée, et ça, c'est à tous les stades, en fait. Donc, après, ça continue quand on cherche du travail. Moi, une fois que j'ai été diplômée, j'ai rencontré les difficultés que rencontrent les personnes handicapées dans le cadre de l'emploi, c'est-à-dire des difficultés à trouver du travail, le chômage, les discriminations à l'embauche. Une fois qu'on a trouvé du travail, la difficulté à rendre votre travail, votre rythme compatible avec vos problèmes de santé, votre fatigabilité, etc. Et puis, comme vous l'avez dit également, dans les espaces publics se pose le problème de l'accessibilité tel qu'on l'envisage en premier lieu. Donc voilà, dans le cadre professionnel et personnel, je rencontre les problèmes quotidiens de toutes les personnes handicapées, auxquels s'ajoutent en plus des comportements de la part des personnes qui ne sont pas handicapées, qui sont guidées par les préjugés qu'ils peuvent avoir et qui donnent des choses très étranges, comme des remarques ou des questions déplacées, des gestes intrusifs, on vous caresse les cheveux, on vous caresse la joue, on vous déplace comme si vous étiez un pot de fleurs, sans vous demander votre avis. Voilà, toutes ces choses-là. Et est-ce que dans ces remarques déplacées, il y a parfois des personnes qui veulent absolument savoir, connaître votre maladie ou connaître en fait comment vous êtes handicapé? Est-ce que ça fait partie des remarques ça, c'est des questions qui sont d'une banalité affligeante pour toutes les personnes handicapées, quelle que soit d'ailleurs l'origine de leur handicap et la nature de leur handicap, d'avoir des questions de cet ordre-là. Il faut expliquer à des gens qui demandent, qui exigent en fait qu'on satisfasse leur curiosité sur les pourquoi du comment. On est différent d'eux, en tout cas c'est ce qu'ils imaginent, car en réalité on n'est pas très différents, hein. mais voilà, donc oui, ça c'est des questions vraiment hyper fréquentes et puis qui peuvent aller très très loin, parce qu'il y a des gens qui ne lâchent pas l'affaire, donc c'est vraiment compliqué d'arriver à s'en sortir en restant, après chacun fait avec sa personnalité aussi. Je pense qu'on a tous des réactions différentes face à ce type de comportement, et c'est bien normal d'ailleurs, donc après chacun deal comme il peut avec ça. Mais bien sûr, moi, ce que j'aimerais surtout que les gens retiennent, puisque c'est aussi une partie de votre question, il me semble, c'est que toutes ces difficultés que j'ai décrites, elles ne sont pas naturelles, en fait. C'est pas des choses qui sont, contre lesquelles on ne peut rien. On peut modifier tout ça en travaillant dessus et en comprenant qu'elles sont construites. D'accord. Et donc, c'est à partir aussi de votre propre expérience et de celle d'autres personnes que vous connaissez en situation de handicap que vous avez créé le CLÉ. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, je vais essayer. Oui, donc c'est un collectif assez informel de personnes handicapées que l'on a créé parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec les réformes qui ont été mises en place ces dernières années, et plus particulièrement avec la réforme de l'accessibilité qui nous a, je pense, énormément choqués, qu'il fallait essayer d'imposer, on ne peut pas dire créer parce que c'est pas nous, bien sûr, qui l'avons créé, mais essayer de développer et d'imposer un mode de militantisme différent qui n'existe pas dans le domaine du handicap, en tout cas en France, parce qu'il existe dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons. D'accord, on le rappelle que vous l'avez créé en 2016, c'est ça ? Alors là, vous me posez une colle. La dernière fois, j'ai dit qu'on avait 3 ans. Oui, c'est ça. Je me rappelle plus de la date exacte du manifeste, mais il n'y a pas si longtemps, on s'était fait la réflexion qu'on avait 3 ans d'existence. D'accord. Donc, voilà. Voilà, ok. Ouais, donc l'idée, c'était d'avoir un militantisme déjà qui soit politisé. Ça, c'était très important pour nous, c'est-à-dire qu'il rappelle que le handicap, c'est une question politique, une question sociale qui est reliée à un projet de société et qui met en jeu aussi des rapports de pouvoir entre les personnes qui sont handicapées et les personnes qui ne sont pas handicapées. Donc, on tenait beaucoup à mettre ça en exergue. Il fallait que ce soit un militantisme indépendant aussi, parce que ça, c'est une très grosse difficulté qu'on a dans le domaine du handicap quand on analyse le tissu associatif qui existe, c'est-à-dire indépendant au sens où on est déconnecté de toute gestion de services spécialisés, d'établissements, de fonds publics en fait. Déjà, indépendant financièrement, parce qu'il me semble que l'indépendance financière, c'est quand même le début, un gage pour pouvoir essayer de développer une parole libre. D'accord. Et puis, il fallait que ce soit un militantisme autonome, au sens où il est organisé uniquement par des personnes concernées. Et ça, c'était très important. Il n'y a pas de personnes non concernées qui sont décisionnaires et qui participent aux prises de décision de ce qu'on fait. Alors, du coup, c'est un collectif qui est mixte ? Alors, c'est un collectif qui est mixte au sens où il est ouvert aux hommes comme aux femmes, mais il est non mixte, comme je vous l'ai dit, au sens où, par contre, il faut être concerné par un handicap pour pouvoir travailler ensemble. Et même s'il est mixte sur le plan du genre, on est un collectif avec des positions féministes et ça aussi, je pense que c'était quelque chose auquel on tenait tous. D'accord. Et nos objectifs, c'est, comme on peut avec nos moyens, d'essayer de recadrer et de reposer un peu les termes des débats qui nous concernent, parce que très souvent, les questions sont déjà d'entrée de jeu très mal posées quand on parle de handicap. C'est de se positionner clairement sur des sujets qui nous concernent directement, et ça, on a développé les thèmes qui nous paraissaient les plus importants dans notre manifeste. On représente évidemment pas toutes les personnes handicapées, c'est pas vraiment ce qu'on a vocation à faire parce que ça n'a pas de sens. On sait bien que les personnes handicapées, ça ne veut rien dire. On n'est pas un bloc homogène. On a plutôt vocation à défendre nos convictions, à essayer de les porter le plus loin possible et puis à représenter les gens qui partagent ces idées-là et qui ont aussi envie de les voir avancer. Dans l'un de vos combats, il y a cette question de la représentation qui m'intéresse particulièrement vu que c'est le sujet de ce podcast. Vous voulez quand même une plus juste représentation des personnes handicapées dans la sphère médiatique. Comment ça doit s'organiser ? Alors, je suis toujours un petit peu gênée quand les journalistes me demandent comment. Parce que c'est une question qu'ils posent souvent. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Etc. Parce que j'ai pas la sensation qu'on ait réponse à tout. On n'a pas la science infuse, en fait. Ça veut pas dire qu'on n'a pas quelques idées non plus. Hein, mais simplement, je trouve que c'est une question très ambitieuse, en fait. Ce qui compte, d'abord, c'est que les gens prennent conscience que les représentations actuelles, elles sont biaisées, en fait. Ça, c'est quand même un point de départ important. C'est ce qu'on essaie de démontrer, et on a beaucoup écrit sur ce sujet-là. On n'arrive
pas encore à sortir de la dichotomie dont j'ai eu l'occasion de parler beaucoup entre la représentation des personnes handicapées d'une façon très misérabiliste, donc le misérable, avec une déclinaison très très extrême qui est le méchant, le vilain. Il y en a beaucoup, ça, dans les films de fiction. Et de l'autre côté, à l'opposé, le héros, donc tout ce qui tourne autour du concept qui est développé par les anglo-saxons, qui s'appelle l'inspiration porn. Excusez-moi pour l'accent pourri, mais vraiment, c'est pas mon truc, l'anglais. Mais c'est l'idée, voilà, de toujours représenter les personnes handicapées comme des personnes qui dépassent leurs conditions, qui sont, voilà, qui sont inspirantes pour les personnes valides. Ouais, c'est souvent soit l'un, soit l'autre. Exactement. Ouais. C'est très difficile de trouver un entre-deux. Et le problème de ces représentations-là, c'est qu'elles sont dépolitisées. Elles réduisent souvent la question à un problème de comportement individuel aussi, souvent. Donc, soit on culpabilise, soit voilà, on admire de façon un peu vaine, en fait, les gens, sans raison fondée. Et puis, elles nous confient à des rôles sociaux vraiment prédéterminés. Et il ne faut pas croire que c'est le fruit du hasard. Ces rôles sociaux-là, en fait, on nous les impose parce qu'ils viennent justifier, après, les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Si on est des misérables, on va nous proposer tel type de mesures. Si on est des héros, il n'y a pas grand-chose à faire pour nous, débrouillez-vous, c'est une question de volonté. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est déjà un point important. Mais alors juste, ma question peut paraître très candide, mais parce qu'on voit en fait aujourd'hui qu'en 2018, les médias ne savent toujours pas comment représenter les personnes handicapées. Donc, du coup, c'est une question qui veut dire quelque chose, parce que pourquoi en fait on en est encore à ce stade ? Parce qu'en fait, on n'accepte pas d'avoir quelque chose qui soit plus diversifié, qui soit plus crédible, qui soit dans la nuance. Et surtout, également, on ne fait pas participer les personnes concernées à leur propre représentation, les personnes qui pourraient être justement conscientes de tous les enjeux là, dont je vous parle et dont qu'on pourrait interroger quand on se pose la question de comment représenter. Et je pense qu'on ne le fait certainement pas suffisamment. Et autre chose, et là, je vais plagier Amandine Gay parce que, n'est-ce pas, j'adore copier Amandine Gay. Comme chacun sait, je n'ai pas beaucoup de personnalité. Non, mais elle dit quelque chose d'évidemment hyper vrai, qui est transposable à toutes les minorités, qui est qu'on doit se réapproprier la narration. Elle le dit et elle le redit et elle a raison. Il faut qu'on se raconte nous-mêmes aussi. Je pense que c'est essentiel. Il ne faut pas qu'on attende forcément que ça vienne des personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas vécu cette expérience. Donc, faisons-le justement en tant que personnes handicapées. Essayons nous-mêmes de décrire ce qu'on vit. Ce serait aussi peut-être une façon d'avoir des représentations qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Ouais. Ok. Alors, je remarque ces derniers temps qu'il y a des marques comme Asos, ou même des mannequins comme Gillian Mercado, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, mais je pense que c'est ça, qui vient d'ailleurs de faire la couverture de Teen Vogue. Teen Vogue a fait un spécial personnes handicapées en mettant elle, une athlète handicapée, je ne me rappelle plus des noms, mais je pourrais le retrouver, je le mettrai en lien du podcast. Et j'ai l'impression que ça aide à avoir plus de visibilité, plus de représentation, en tout cas visuelle. Est-ce que les magazines féminins sont la clé, en fait, pour ça ? Alors, je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet. Ça va être très dur de synthétiser. Mais il y a plein de choses à dire parce que, évidemment, que cette couverture, elle est super intéressante. J'ai même envie de dire, parce que j'essaye de chercher dans ma mémoire, si j'ai vu un précédent, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Je pense que c'est la première fois qu'il y a des 3 femmes handicapées qui font la couverture d'un magazine féminin. Donc, si c'est bien la première fois comme je le pense, c'est carrément un truc historique. Donc, on peut pas
moi, je vais pas cracher dessus, c'est clair. Ça compte évidemment de se voir. J'imagine la joie des femmes qui ont vu cette couverture, que ce soit aux États-Unis ou à travers le monde, des jeunes femmes, puisque c'est un magazine qui s'adresse aux plus jeunes femmes. Moi-même, au même âge, j'aurais adoré en fait pouvoir acheter un magazine où je puisse enfin me voir, ne serait-ce que partiellement. C'est le résultat aussi, je pense, d'un vrai travail militant en fait sur ces questions-là, qui d'ailleurs est beaucoup plus vieux aux États-Unis, donc qui commence à donner de vrais résultats. Certes, c'est un travail qu'on peut considérer comme mainstream, peut-être même futile pour certaines personnes, mais je pense que c'est un vrai enjeu de redéfinir les normes de beauté pour les minorités, donc je ne le trouve pas aussi dénué d'intérêt que ça. Alors après, la difficulté, c'est est-ce que parce qu'il y a une couverture telle que celle-là, que ça va modifier le fonctionnement d'une industrie comme celle de la mode? Non. Faut être clair. Je pense qu'on ne va pas être naïf. Bien sûr que ça ne va pas changer et il est bien là le problème. C'est-à-dire que pour le moment, en tout cas, l'industrie de la mode, elle continue à fabriquer et à vendre une définition de la beauté qui est excluante, en fait. Et tant qu'elle ne changera pas ça, je ne pense pas qu'on pourra se considérer comme totalement satisfaite. Si ça reste un truc exceptionnel, si ça reste épisodique, c'est très dommage. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se batte pour que ça devienne la règle, que ça devienne banal, que ces magazines intègrent et changent leur politique de représentation. On devrait même ne plus les acheter tant qu'elles ne le modifient pas, moi je trouve. Mais après, encore une dernière réflexion, c'est que bien évidemment, nos difficultés, elles vont au-delà de ça. D'accord ? La représentation, c'est une question qui est importante, mais c'est pas parce qu'on est en couverture de Vogue que ça modifie nos conditions de vie. Ça aussi, malheureusement, ça ne passera pas par la mode uniquement. Donc, il faut juste... Pas uniquement, mais du coup, il faut des biais en fait qui se rencontrent à un moment donné. Disons que ça va ensemble, que tout est connecté, ça c'est certain. Mais notre but ne peut pas être celui-là. Notre but, c'est pas que d'être dans les magazines féminins, d'être dans les séries, d'être dans les... Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un système à changer pour que chacun puisse avoir une place, la place qui lui est dévolue d'ailleurs, qui est totalement normale, et puisse participer pleinement à la société. Et ça relève quand même d'autres questions qui sont les ressources, l'emploi, la scolarisation, le lieu de vie, l'aide humaine, toutes ces choses-là. La vie quotidienne, en fait. Tout ça ne peut pas être résolu par une initiative comme celle-là, bien qu'elle demeure hyper intéressante, aussi bien à observer que justement à décortiquer, Donc, mais c'était un vrai choc de voir cette couverture. Une belle surprise. Je vous cache pas que j'ai commandé mon exemplaire parce que quand même, je veux l'avoir chez moi parce que je pense vraiment que c'est un truc qui s'est passé en fait. C'est quelque chose, comme on peut dire de l'élection d'Obama, il s'est passé quelque chose. Presque ça a totalement, profondément modifié la société. Non. Donc, bon. Tant qu'on parle des magazines dits féminins, moi, ce qui m'intéresse particulièrement avec vous, c'est que vous êtes une femme handicapée. Comment ça se traduit, en fait ? C'est quoi la particularité ? Alors là aussi, c'est pas forcément simple à expliquer. Je pense qu'être une femme handicapée, et là, je parle à titre personnel parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion collectivement d'écrire sur tous les sujets, celui-là en particulier, il n'y a pas de position collective. C'est être une femme déjà invisibilisée. Clairement, même si dans certains pays ça avance, en France c'est beaucoup moins vrai. C'est surtout être une femme qui n'est pas sexuée en fait. On ne nous reconnaît pas comme des femmes. On n'est pas dans la catégorie femme en fait. On est infantilisé encore plus que les hommes. Parce que d'une façon générale, les personnes handicapées sont infantilisées, mais les femmes 2 fois plus. Donc c'est très particulier à vivre parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, tout ce qui est supposé être positif chez les femmes est nié aux femmes handicapées. C'est-à-dire qu'on n'est pas supposé plaire. On répond pas aux critères de beauté.
En tout cas, c'est comme ça qu'on nous présente les choses. On ne répond pas non plus au rôle social qui est dévolu aux femmes. On ne nous envisage pas dans les rôles de mère, dans les rôles de compagne, officielles ou pas officielles. Donc, on ne nous pense pas dans ces rôles-là. Mais comment ça se traduit ? Comment ça se traduit ? Vous les voyez pas déjà dans les médias, dans ces rôles-là qui sont supposés être traditionnellement ceux des femmes. Les femmes sont censées être au service des hommes et là pour leur plaire. Et nous, on colle pas à tous les critères qui nous sont présentés. Donc, on n'est pas considéré comme étant partie de cette catégorie. Et de façon, évidemment, encore une fois, totalement fausse, parce que bien évidemment qu'on peut assumer tous ces rôles et qu'en vérité, on peut parfaitement, heureusement, plaire, etc. Mais en tout cas, sur le plan des présentations et officiellement, on n'est pas supposé répondre à ça. Mais en même temps, c'est très hypocrite parce qu'en réalité, on a le même sort que toutes les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, on est concerné par les violences sexuelles. Parce qu'on est des femmes justement, mais c'est ça qu'on ne veut pas admettre. Et en plus, non seulement on est concerné, mais on est encore plus concerné que les autres. Donc là, il y a une vraie difficulté quand même, puisque pour tout ce qui concerne le négatif, il n'y a pas de problème. Là, par contre, on est bien des femmes. On nous dit que non, mais apparemment si. Donc, l'autre chose, moi, qui m'inquiète également, c'est que quand on parle des violences, par exemple, sexuelles, ça arrive quand même que ce soit évoqué pour les femmes handicapées. Les discours politiques, ils se focalisent uniquement sur un élément, c'est la vulnérabilité et la fragilité en fait des femmes handicapées. On vient vous expliquer que tout s'explique de cette façon-là, que c'est ce qui nous caractérise finalement. Le seul attribut qui nous est reconnu, c'est la vulnérabilité. Mais ça, c'est dangereux. Moi, je considère que vraiment, il faut être très très vigilant sur cette question-là, parce que déjà premièrement, bien sûr qu'il y a des types de handicaps différents qui peuvent compliquer la défense, qui peuvent compliquer même la reconnaissance du danger. Je suis pas là pour nier ça. Je suis là pour dire qu'il y a une partie de la vulnérabilité des femmes handicapées qui est encore une fois malheureusement construite. Et ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que quand on n'informe pas les premières concernées qu'elles peuvent être touchées par des violences, quand elles n'ont pas d'éducation sexuelle, quand on favorise des systèmes comme l'institutionnalisation qui malheureusement créent les conditions aussi des abus, il y a une part de la vulnérabilité qui est créée par la société. Donc ça, il faut quand même en tenir compte. Et puis surtout, on ne peut pas enfermer les femmes handicapées dans cette histoire de vulnérabilité parce que ça ne va pas les aider. C'est-à-dire que personne dans la vie ne peut avancer dans la peur en se disant « Mon Dieu, je suis vulnérable, il peut m'arriver ci, il peut m'arriver ça. » on ne peut pas nouer des relations positives, faire de bonnes rencontres si on nous enferme là-dedans, en fait. Donc, moi, je pense qu'au lieu de venir tout le temps, constamment, nous dire qu'on est vulnérable, il faudrait plutôt redonner confiance aux femmes handicapées, leur redonner du pouvoir, en fait. Ça passe par le discours aussi. Oui, leur rappeler qu'elles ont aussi le droit de contrôler leur vie, et notamment l'aspect vie sentimentale et vie sexuelle et amoureuse, etc. Et c'est donc leur donner toutes les informations dont elles ont besoin, c'est leur reconnaître une bonne fois pour toutes qu'elles sont des femmes, et à ce moment-là, elles auront aussi de quoi se défendre dans les moments où elles vont se retrouver, comme toutes les femmes, en difficulté et face aux violences de genre, etc. Moi, je pense que vraiment, faut faire très attention à cette histoire de fragilité et de vulnérabilité, et que c'est en retrouvant aussi de l'estime d'elle-même. Par exemple, on parlait de la couverture de Teen Vogue, qui participe aussi un petit peu à ça, qu'on pourra véritablement en sortir des choses qui sont malheureusement des choses graves, avec des degrés de gravité différents, etc. Mais voilà, il n'y a que comme ça qu'on pourra retrouver le contrôle de notre vie et s'émanciper, et c'est l'objectif, je pense, de toutes les femmes, donc le nôtre également. Mais est-ce que le féminisme, justement, mainstream, qui a souvent tendance à oublier
les particularités de chaque femme, qu'elle soit noire, handicapée, musulmane, etc., a son rôle à jouer, et notamment un féminisme qui est souvent validiste, comme vous avez pu le décrier à maintes reprises. Mais oui, moi je suis totalement d'accord. Enfin, je pense que malheureusement, en tout cas le féminisme, celui qui est le plus en vue, le plus exposé, il a le gros désavantage, le gros problème, c'est même pas un désavantage, c'est un vrai problème, de pas penser en fait les particularités des oppressions qui sont combinées et qui concernent les femmes handicapées, qui sont donc doublement oppressées et par le validisme et par le patriarcat. Donc, et ça s'imbrique de façon très complexe, je peux vous dire. Sans oublier des femmes handicapées qui pourraient être aussi avec qui musulmanes, noires, totalement, qui pourraient être noires, qui pourraient être lesbiennes, qui pourraient être... Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui peuvent totalement s'imbriquer, comme vous le dites très bien, les unes avec les autres, et qui sont absolument pas prises en considération par ce féminisme-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, si je peux le faire à ces féministes-là, c'est de s'intéresser à ce qu'on est en train de leur décrire, à toutes ces questions-là, et puis justement pour pouvoir s'inquiéter, prendre position sur des choses qui mettent en danger, par exemple, les femmes handicapées, etc. Moi, j'aimerais beaucoup qu'elles s'y intéressent beaucoup, beaucoup plus. Parce qu'en fait, par exemple, il y a une particularité du féminisme général, mais qui est normale, qui est la critique de l'hypersexualisation du corps des femmes. Bon, c'est une réalité qui touche toutes les femmes à des degrés divers, mais ce que le féminisme ignore, c'est que les femmes handicapées, elles ne sont pas hypersexualisées. Les femmes handicapées, elles sont asexualisées. Donc, c'est très, très différent, et c'est aussi déshumanisant, en fait, de ne pas du tout être considéré comme un être sexué, comme un partenaire potentiel, et pas que pour les choses graves et mauvaises, mais aussi pour tout ce qui peut vous faire du bien, et être agréable dans la vie. Et donc cette asexualisation du corps des femmes handicapées, les féministes en général, elles n'en parlent jamais parce qu'elles n'ont même pas conscience que c'est un problème, ça existe, que c'est un problème, et que c'est une des difficultés de la construction des femmes handicapées. C'est-à-dire qu'on grandit en observant qu'on n'est jamais considérés comme des êtres sexués. Et ça, c'est très très complexe en fait à gérer. Donc j'aimerais bien qu'elle se penche dessus, évidemment. Du coup, pour finir, j'aimerais bien savoir quels sont vos ouvrages ou des recommandations, des pistes en fait pour justement des féministes, mais pas que, qui veulent s'y intéresser et qui veulent aller un peu plus loin que ça, pour changer le discours, pour changer la manière en fait dont on voit les personnes handicapées. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner ? Alors déjà, je vous recommanderais très chaudement de consulter notre site internet, le site internet du CLÉ, ne serait-ce que déjà le manifeste, je pense que il peut décoiffer pas mal. On le mettra en lien. Voilà, quand on n'a pas eu l'occasion de lire beaucoup de choses sur ces questions-là. Ensuite, je pourrais vous parler d'un documentaire qu'on a trouvé extrêmement intéressant, tous, et qui malheureusement pour le moment n'est pas encore diffusé de façon large. D'accord. On peut trouver sur internet quand même. Alors non, justement, mais on peut trouver des solutions pour organiser des projections, d'accord, etc. Okay. C'est également sur notre site. C'est un documentaire de Sarah Barton, et en fait j'en parle parce qu'il y a des membres du CLÉ qui ont activement travaillé pour justement pouvoir mettre en valeur ce documentaire, le faire sous-titrer en français et commencer à organiser des projections. C'est un documentaire hyper pédagogique qui constitue, je dirais, la base pour comprendre comment les pays anglo-saxons sont passés du modèle médical du handicap au modèle social, donc qui considère que le handicap est une construction sociale. Et ça retrace l'histoire des activistes et des militants en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ça aborde différents thèmes.
Et c'est vraiment passionnant, c'est des interviews face caméra et ça permet quand même d'avoir vraiment les explications historiques, basiques pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, pourquoi ils ont peut-être plusieurs années d'avance, pourquoi on en arrive à une couverture comme celle-là alors qu'on n'en a pas en France, ce genre de choses. Et ce qu'on essaye, nous, de notre côté, de faire en s'inspirant aussi de leur expérience. Moi, je pense que malheureusement, moi, ça m'attriste, je vous le dis honnêtement, tout ce qui est le plus intéressant actuellement, c'est quand même en anglais qu'on les trouve. Et moi qui suis nulle en anglais, je peux vous dire que je souffre, mais vraiment atrocement, parce que voilà, je ne peux pas on lire attend des votre choses livre. Très longues. Oui, on verra. Mais en fait, en France, tout ça reste quand même beaucoup à écrire, à construire. En fait, je dis pas qu'il y a rien, bien sûr qu'il y a eu des choses, certaines d'ailleurs peu connues dans les années 70, et c'est bien dommage. Mais s'il faut essayer de voir les choses de façon positive, et je pense qu'on est capable de le faire également, et comme les choses restent à imaginer, allons-y. Lançons-nous, faisons-le tous, que ce soit nous, mais il n'y a pas forcément besoin d'être avec nous, évidemment. Il faut vraiment que les personnes handicapées prennent la parole de plus en plus, s'organisent comme elles ont envie de s'organiser, produisent des choses. Si elles aiment écrire, qu'elles écrivent. Si elles aiment filmer, qu'elles filment, etc. Et est-ce qu'il y a des personnes, je vous coupe rapidement, oui. Qu'on peut suivre comme vous, des personnes françaises, francophones, qu'on peut suivre sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. C'est une autre manière, en fait, il y en a beaucoup, mais le truc, c'est que la liste est tellement longue que je peux pas vous la faire, okay. en fait. Vous pouvez en citer peut-être 2-3 comme ça, des personnes très identifiées. Disons que ce sera un peu de parti pris, parce que je vais vous citer les autres membres de notre collectif. Alors, c'est pas... je vais dire... Je peux ce serait peut-être plus intéressant que je vous fasse une liste que je partagerai ensuite, etc. Mais oui, sur Twitter, je pense qu'il y a de plus en plus de gens intéressants, et notamment, et ça c'est forcément hyper réjouissant pour quelqu'un comme moi qui me considère quand même un peu vieille, je suis plus vraiment jeune, et donc je vois qu'il y a une génération de jeunes personnes handicapées qui ont une vingtaine d'années et qui sont beaucoup plus informés, et voilà, que moi je l'étais, je pense, au même âge, et qui écrivent des choses intéressantes, et ça c'est super, ça fait plaisir. Je pense que la relève, elle est là, en fait, et que de toute façon ce mouvement, il est inexorable et il ne pourra que s'amplifier. Merci Elisa Roujas. Merci à vous. C'était Miroir Miroir, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud et les applis de podcast. On se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Binge.